C'est un réel plaisir de vous retrouver, mes téléspectateurs. Bienvenue dans ce magazine au cœur du sport. Chaque week-end, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie également, pour discuter des sujets et entrer à l'actualité sportive. Ce week-end, nous allons évoquer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, vous le savez, la liste des Léopards a été publiée par Christian Sengviembe, sélectionneur des Léopards. Eh bien, c'est pour le match contre la Gambie, mais également le match contre le Gabon. On le rappelle, la RDC se retrouve dans ce classement en 3e position avec 6 points. Devant elle, il y a la Gambie et il y a le Gabon. 2 prochains adversaires de la République démocratique du Congo et au bas de l'échelle avec 1 point, on retrouve l'Angola. On parlera également de la Fédération congolaise de football association. Quel nouveau dynamisme insufflé à cette fédération. On le sait déjà, les élections au niveau de la Confédération africaine de football ont eu lieu et c'est Motsepe qui est président, nouveau président de la CAF. Eh bien, certainement qu'il y aura comment je dirais, une nouvelle impulsion au niveau des fédérations, des différentes fédérations RDC. Donc, on parlera de la Fédération congolaise de football association. Nous évoquerons également un gouvernement de défi. Vous le savez, nous attendons tous ce gouvernement de la République démocratique du Congo avec en tête Sama Lukonde Kyenge qui a aussi été ministre de la Jeunesse et de Sport. Et avec ce titre, cette casquette qu'il a eu à occuper d'antan, comment définir le nouveau profil du nouveau ministre de Sport en RDC? Eh bien, tous ces sujets, nous allons l'aborder ici, sur ce plateau, avec Maître David Chimanga, qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi. Oui, on parle de maître, mais un amoureux du sport, en tout cas très dynamique et très actif dans tout ce qui concerne le sport. Oui, c'est aussi une passion. Nous allons également évoquer sur ce plateau, vous le connaissez, Dixon Yala, un des participants, des intervenants qui a marqué cette émission, il ne faudra pas le nier. Dixon Yala, bonjour et bienvenue. Arlette Boutella, je salue tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous avons de l'autre côté, je dirais, ce qui sera certainement le Benjamin de ce plateau, René Moukelaï, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, c'est un plaisir, surtout si je suis sur le plateau avec les aînés. Je pense qu'on sera à la hauteur pour scruter l'actualité sportive aujourd'hui. Des éminents confrères également qui vont nous rejoindre. Nous aurons ici sur ce plateau, je l'appelle mon vieux, Marcel Kiadi, avec une très belle plume qui va nous rejoindre également sur ce plateau. Mais également Olivier Pengongo aussi qui sera sur ce plateau. Alors avant de commencer, nous allons vous proposer ce qu'a été les élections au niveau de la Confédération africaine de football. Après des mois de tractations, les 3 autres prétendants à la course ont finalement signé un pacte les rangeant derrière les milliardaires. Le président des Mamelodi Sundowns, son club de football basé à Pretoria, succède ainsi au Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions à l'été 2019 avant la fin de son mandat pour plusieurs violations éthiques dans la distribution des cadeaux et les détournements des fonds. D'enfants de Soweto, un road football africain, qui est Patrice Tlopan Motsepe et quels sont les défis qui l'attendent dans un contexte de fortes critiques vis-à-vis de la FIFA. En dépit de son profil relativement inconnu du monde sportif hors d'Afrique du Sud, où il incarne cette élite noire sud-africaine qui a prospéré après l'apartheid, Patrice Motsepe a réussi à s'imposer à la faveur d'intenses négociations politiques autour de ce que les experts appellent l'accord des Rabat. Souhaité par la FIFA, il a consisté à choisir M. Motsepe par consensus et les 3 autres candidats, tous présidents ou anciens présidents des fédérations dans leur pays, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et les Mauritaniens Ahmed Yahya, renonçant à se présenter en échange d'un poste de conseiller pour le premier vice-président et des vice-présidents pour le 2e. 10e plus grosse fortune d'Afrique, parmi les 3 Sud-Africains les plus riches, avec un patrimoine estimé à environ 2,5 milliards d'euros, le self-made de 59 ans au Botswana a fait fortune dans l'industrie minière et la finance, mais cultive une certaine discrétion. Après avoir laissé un autre annoncer officiellement sa candidature en novembre, isolé à cause des soupçons de Covid-19, il a observé un silence médiatique jusqu'à l'annonce de son programme il y a 2 semaines. Et pour toute explication sur ses motivations à s'engager à la tête de la CAF, l'homme d'affaires et fin stratège a simplement déclaré « J'aime le football, un amour stupide
et irresponsable. C'est le 7e président de la Confédération africaine de football, Oljip Ngongo. Bienvenue à vous. Merci, surtout bonjour à tous les spectateurs de ces magazines. Eh bien, si on doit justement parler de cette élection, on a vu Dickson Yala, les autres candidats s'est retiré à la dernière minute pour soutenir la candidature unique de Patrice Motsepe. On parlera des élections arrangées ou bien finalement la vision d'Infantino qui se concrétise? Toutes les élections au monde sont en quelque part des arrangements. Aux États-Unis, on a vu des candidats désister pour laisser Joe Biden passer. Et ces candidats qui se sont ralliés à lui, d'autres auront des postes. D'autres ont même obtenu des postes. Ici au Congo, on a vu à une époque, tout est rassemblement derrière Martin Fayulu. Heureusement ou malheureusement pour Félix Tshisekedi, il est allé à côté avec d'autres amis et il est aujourd'hui président de la République. C'est qu'en matière d'élection, il y a toujours un consensus qui s'établit entre des personnes qui ont la même vision. Et hier soir, j'ai participé à la conférence de presse en ligne de la Confédération africaine de football. Ce qui était assez extraordinaire, c'est que la conférence de presse était la conférence du président de la CAF. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Aux questions posées au président de la CAF, c'était les autres aussi qui répondaient à l'aise. C'était vraiment d'une manière aisée qu'il répondait aux questions posées au président. Donc pour dire qu'au préalable, chacun avait un projet. Ils se sont dit, voilà, nos projets c'est récent, mettons-nous ensemble, prenons le plus fort ou le plus grand manager d'entre nous. Je ne connaissais pas trop les critères. Ils ont choisi Patrice Motsepe, qui est président. Les autres sont vice-présidents, qui d'autres conseillers. Et voilà, tous ensemble parlaient du projet, un projet partagé. Je me dis toujours en matière d'élection, il n'y a pas beaucoup à dire, il y a toujours un consensus. Mais là où le bas blesse, c'est de voir que ces élections ont reçu, comment je pourrais dire, les consensus autour de Patrice Motsepe avaient un poids, un soutien de poids. C'est le poids de Infantino, le président de la FIFA, qui vient, qui s'arrange, je ne dis pas, qui s'arrangerait, c'est mieux, à discréditer sur le plan du continent certains candidats forts aussi, pour s'attacher à ceux-là, et c'est ceux-là qui ont gagné. Il y a beaucoup à dire. Mais le consensus existe en matière d'élection, mais il y a eu cette main noire, blanche, Infantino blanc. Une main quand même. Une main. Il y avait une main sur ces élections, et cette main nous rappelle un peu l'époque de la France-Afrique. Et aujourd'hui, il y a une expression qui apparaît, c'est la FIFA-Afrique. C'est que la FIFA voudrait contrôler les confédérations pour asseoir un plan de management, une nouvelle façon de gérer, on ne sait pas. Infantino s'implante petit à petit, David. On se dit, oui, aujourd'hui, si déjà il arrive à impulser au niveau des confédérations africaines, des fédérations africaines, disons, des confédérations, on le sait que ça se fera certainement avec les autres, en Amérique du Sud, on sait déjà et autres. Il a aussi une influence. Il étend son influence un peu partout. Je sais que la grande résistance, c'est d'où il vient, l'UEFA. Et on se dit, avec ce nouveau dynamisme, on risque d'avoir également des répercussions au niveau des fédérations dans les différents pays. Vous savez, moi, rien ne me surprend en réalité. Et il n'y a rien de nouveau. Parce que si aujourd'hui, comme l'a dit Dickson, que l'on aurait vu, je préfère même que l'on parle du conditionnel parce que de manière précise et patente, on n'a pas vu quel a été l'apport d'Infantino. Mais logiquement, ce n'est pas la première fois. Il y a toujours eu un dynamisme, même à l'époque de Sepp Blatter. C'est lui qui vient de partir, le malgache. Je pense qu'avant qu'il ne soit là, il y a eu un autre dynamisme, toujours venu de la FIFA. Donc ça veut dire que c'est en fait un système. Le système, il est simple. Je prends l'exemple pour que nous soyons un peu plus compréhensibles. Nous avons Constant Omar, qui est le président de la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, s'il y a des élections au niveau des ligues, le président, en tant que président, qui voudra être prochainement candidat à la Fédération congolaise de football, il doit avoir un œil sur ces élections parce que ses potentiels électeurs viennent de là.
pour qu'il puisse réussir son mandat comme président de la FECOFA, il doit avoir une synergie de pensée avec les présidents des différentes ligues. Donc, c'est quoi de plus normal qu'Infantino puisse chercher ceux avec qui il pourrait bien collaborer. Vous savez, quand vous arrivez sur un terrain, vous trouvez des gens qui vous ont précédé, qui ont déjà une expérience que vous n'avez pas. Vous aurez du mal à les gérer. Effectivement, pour Infantino, le président de la CAF qui vient de partir, ce n'était pas quelqu'un qui était de son obédience, de sa tendance. Ça veut dire que la CAF, c'est une des confédérations importantes pour la FIFA. Donc, ce n'est pas des élections qu'il fallait laisser comme ça, qu'on vote n'importe qui. Mais bien sûr, c'est un dynamisme. Bon, dire maintenant que c'est un peu cette domination de la FIFA ou de la fédération internationale sur les fédérations respectives de chacun des continents, moi je pense que non. Parce que en réalité, cette FIFA réunit ces différentes confédérations internationales. Africaine, confédération continentale. Donc, ça veut dire que la même influence pourrait s'étendre dans les fédérations respectives. Ça dépend maintenant de la logique. Si ces fédérations ne sont pas de l'obédience de celui qui est passé, ça sera logique. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours une certaine autonomie des fédérations respectives, locales. Mais je pense qu'il y aura toujours cette influence-là. Est-ce que la RDC sera une des nations bénéfiques? On l'a vu d'antan avec l'ancien Sepp Blatter, par exemple, avec Issa Hayatou. On sentait également qu'il y avait la fédération avec en tête le président Constant Mar. Il y avait certainement de l'influence, pouvait également impacter pour apporter des décisions ou encore apporter des points de vue qui pouvaient être acceptés. Est-ce que ça sera le cas pour la République démocratique du Congo avec les nouvelles élections, avec Infantino, avec Motsepe? Ce sont les grandes questions également qui se posent. Non, c'est là que ça fait mal. En fait, il y a un niveau, il faudrait qu'on puisse reconnaître que les regroupements en Afrique, il y avait une dynamique du centre que les présidents Constant Omari et Hayatou étaient en train de piloter. Il y avait une dynamique de la CEDEAO qui est pour l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique australe, la partie anglaise, était en train de souffrir de cette gestion. Ils ne se retrouvaient pas dans la chose. Puisque Hayatou n'a pas été correct avec Constant Omari, Constant Omari n'a pas non plus facilité Hayatou de revenir à la tête de la CAF. En trouvant pratiquement un moyen d'associer une partie de l'Afrique australe avec la CEDEAO et la dynamique du centre, ça vous renverse. Ça nous a renversé Hayatou. D'accord. Mais après le départ d'Hayatou, la FIFA a trouvé l'occasion de venir asseoir sa suprématie. C'est-à-dire que les forces étant totalement émiettées, il fallait quelqu'un de puissant pour essayer de créer une nouvelle synergie qui place aujourd'hui Motsepe à la tête. Parce que l'Afrique australe n'est pas capable seule, l'Afrique de l'Ouest non plus, mais la dynamique du centre avec l'Ouest, c'était capable. Et ça, je pense que c'est la plus grosse des bêtises qu'a commis Hayatou en refusant de passer à témoin à Constant Omari le pouvoir. La preuve, elle est là. Dans la composition de la FIFA actuelle, il n'y aura pas de représentation de l'Afrique centrale. Et moi, à la limite, l'Afrique de l'Ouest a essayé un peu de s'attacher avec ce qu'Infantino a essayé de faire en dernier au Maroc. Et là, c'est très regrettable. Le Congo payera, le Cameroun payera ça aussi. Pourquoi? Parce que les puissants de ces deux nations qui étaient en train de piloter des dynamiques, qui aidaient l'Afrique à garder une certaine autonomie, on va dire pratiquement griller cette carte-là. Mais bon, après, il ne faut pas non plus penser que si on n'est pas dedans, on sera mal géré ou parce que il y aura des injonctions. Ça reste une guerre d'influence voilà, qui pourrait toucher certainement à l'organisation du football, mais pas au football en soi. Non. Si nous avons la meilleure équipe nationale, nous avons les meilleurs clubs, nous serons toujours champions. Bah ouais. Mais ça touche sur une zone d'influence, ça touche sur une certaine organisation. Regardez les dernières années, pour compléter Olivier, les dernières années, est-ce que vous avez vu un pays de l'Afrique australe obtenir une Coupe d'Afrique, une compétition majeure? Non, même pas. À part l'Afrique du Sud. Oui. C'est que ça se retrouve toujours entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. C'était ça l'influence. Et aujourd'hui, Infantino a trouvé la formule. Prendre quelqu'un de l'Afrique australe, la zone anglophone, mélanger à des Marocains qui représentent quand même le monde du Maghreb et avec quelques Ouest-Africains, parce qu'il y a Anouma et le Sénégalais Senghor, eh ben, on a une belle sauce qui met un peu en écart l'Afrique centrale. La crainte, c'est quoi? Ce que c'est dicté. On peut pas vouloir ne pas reconnaître qu'Infantino a influé. Il a énormément influé. Ce qu'il a fait, c'est énorme.
Le voyage qu'il a fait en Afrique, ce n'est jamais fait même par les papes en si peu de temps. Il a survolé les États, mais moi, ma plus grosse crainte, c'est que l'influence politique. Il a usé du pouvoir politique, ce qui n'est pas intéressant. La FIFA, pour garder son autonomie, devait travailler directement avec les présidents de fédération. Il venait, il cherchait à regrouper les présidents de fédération pour parler foot, c'est très bien. Mais obtenir le pouvoir, l'obligation de contraindre les leurs pour voter pour son candidat, je crois que c'est là qu'il a très mal joué sa carte, parce que désormais la jurisprudence est créée, la FIFA n'a plus le droit de crier de l'ingérence politique. Lui-même, il a usé de ça. Donc, en usant des pouvoirs politiques pour installer un président, accepte aussi que ces politiques-là vous demandent en contrepartie ce qu'ils auront besoin. Ils vont facilement commencer à demander les têtes des présidents de fédération vont commencer maintenant à être demandés par les présidents des nations. Alors qu'avant, c'était compliqué. Vous essayez, la FIFA revient et vous rappelle que vous n'avez pas le droit de vous immiscer. On dirait que les politiques auront un contact assez direct avec il a créé des FIFA. familiarités, il a commencé à les appeler en conférence, en vidéo. Ce qu'il a installé là, vraiment, j'ai très peur de ça. Et surtout, en toute honnêteté, les projets infantiles, avec tous les regrets, c'est tellement creux. Hein. Je me demande, il faut peut-être rebâtir ça. Ce qu'on nous présente là, c'est des rêves, à la limite utopiques pour un continent en construction. On ne nous amène pas directement ceux qui s'installent dans une Europe où ça fait 100 ans que les belles choses existent sur le plan infrastructure. La base de tout, chez nous, ça commence par le développement des infrastructures. Et peut-être mettre des structures fortes pour surveiller ce qui a déjà été déboursé. Parce que la FIFA a injecté beaucoup d'argent dans la reconstruction des infrastructures en Afrique. Cet argent n'a pas servi forcément à ça. Mais les gens de la FIFA qui sont venus enquêter ont été corrompus pour rendre ces rapports-là valables, pour rendre ces travails-là valables. Et je pense que si Infantino aimait réellement la progression du football, il devait commencer par là. Je suis étonné qu'il arrive et qu'il y avait un programme qui est établi par exemple en République démocratique du Congo. Il devait visiter le Santa Kurara parce que la FIFA a financé. Il devait se rendre compte de comment cette histoire-là est gérée, comment ça a été fait. Ce sont sur ces terrains-là. La FIFA, c'est le terrain, c'est le foot. Ce n'est pas le bureau du président de la République qu'il fallait aller chercher à trouver une certaine domination, on va dire, sur le Congo. Aujourd'hui, si on devrait justement parler de l'influence au niveau de la fédération, on se dit certainement que ça tombe peut-être bien avec les prochaines élections qui vont se tenir au niveau de la Fédération congolaise de football association. Quel nouveau dynamisme influer dans cette fédération? Je pense que j'ai eu le malheur de prendre la parole en dernier. Mais... Non, c'est le bonheur. C'est du vrai bonheur. Ça fera ça. Tu dois résumer tout ce qu'on a dit. Et les téléspectateurs vont dire wow, il est intelligent, je pense que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi la FIFA veut maintenant influer sur la Confédération africaine. Mais je me suis aussi posé d'autres questions. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne se sont pas mis d'accord à pouvoir faire développer le football en Afrique? Parce que tout le temps, on tend la main à l'extérieur. Ça, on ne se pose pas de questions. On ne dit pas que la FIFA est en train de s'ingérer dans la gestion du football, parce qu'à chaque fois, on demande, pour faire développer le football féminin, il faut demander à la FIFA, que la FIFA subventionne l'Afrique pour faire développer le football. Le football de jeunes, c'est la FIFA. La construction de centres, c'est la FIFA. Mais lorsque la FIFA veut maintenant influer sur la personne que la FIFA peut trouver mieux pour faire développer le football au niveau de l'Afrique, là on crie, on dit c'est l'ingérence, tout ça. L'avenir pour moi est sombre. Moi l'avenir, je me dis, il faut rêver aussi. Parce que mon aîné a dit, mais tous les projets d'Infantino, c'est de rêve. Je pense qu'il faut maintenant qu'on commence à rêver. Ça fait un long moment, c'est l'Afrique francophone qui dirigeait la Confédération africaine, mais pensez aussi à l'Afrique anglophone. Je pense qu'il peut y avoir une nouvelle touche. Il ne faut pas qu'on dise déjà que la gestion de la Confédération africaine, c'est la FIFA maintenant qui viendra, parce que plusieurs temps, la FIFA est dans le football africain. Mais le problème, c'est que nous ne risquons pas de faire du surplace. Parce que si, déjà, avec cette Blatter, il est venu avec des projets qui n'ont pas du tout abouti, et où aujourd'hui, on sent qu'il y a... c'est la même chose, et puis on viendra encore avec le projet d'Infantino. Mais si déjà, avec la sélection, comme on a dit, l'Afrique centrale, parce que nous représentons l'Afrique centrale également, on ne sera pas avantagé. Et quel sera le bénéfice justement de tout ce qui va être fait? Ce n'est pas d'être avantageux.
Le problème, c'est déjà une honte aujourd'hui pour l'Afrique centrale. On n'a pas su remettre le football africain à son meilleur niveau. Ici, on a dit, en Europe, il y a quand même des infrastructures, il y a quand même des stades, il y a quand même le droit télé qui existe. Mais tout ce temps, on a eu les Issa Hayatou, on a eu les Constant Mari à la tête de cette fédération. On n'a même pas pensé à ça. On n'a même pas pensé à si on peut parler aujourd'hui. Pourtant, par exemple, les droits télé ont augmenté. Non, mais je dis, bien que c'est augmenté, c'est oui, les droits télé, c'est une goutte d'eau. Écoutez, aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque nous parlons, par exemple, de l'Amérique, nous parlons, par exemple, de l'Europe, on ne peut pas comparer aujourd'hui le football en Europe ou en Amérique avec l'Afrique. Mais on donne de talent. Il y a de talents bruts en Afrique, mais qui manquent de l'encadrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne politique d'encadrement au niveau de l'Afrique. Il y a un problème réel dans ce que René veut dire, en fait. Nous ne disons pas que Infantino, aujourd'hui, avec ses amis qui ont pris le contrôle de la CAF, Patrice Motsepe, n'ont pas de projet. Moi, je suis d'accord. Vous avez vu le soutien d'un Congolais, c'est Moïse Katumbi, qui a dit que c'était mon candidat. Oui. Alors que Moïse Katumbi, c'est le grand ami de Constant Mari. Mais là, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hein. Moïse soutient Motsepe. Pourquoi? Quelque part en Afrique, je parle avec beaucoup de confrères africains, qui sont d'accord que ça soit Motsepe. Vous savez, 25 millions de dollars américains, pour un gars qui n'est pas homme d'affaires, peut paraître beaucoup. Mais pour un gars qui est dans les affaires, qui est troisième fortune en Afrique du Sud, parmi les pays les mieux développés du continent, tu dis 25 millions de dollars, il dit je ne peux pas investir avec ça, c'est peu. Il y a deux visions. Entre l'époque Omari, des technocrates, il faut les reconnaître, c'est une valeur africaine et même internationale. Des technocrates comme Ahmad Ahmad, Constant Omari. Hier, lors de la conférence de presse, on a dit que la CAF vivait au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire il y avait peu comme recettes, mais on voulait faire des grandes choses. Avec peu comme des recettes, ça imprime déjà qu'il y ait eu échec de la gestion passée. Mais maintenant, vous avez à la tête un homme d'affaires, c'est que j'apprécie. Un homme d'affaires qui va peut-être avoir une grande vision de choses. Une grande vision en matière de business. Parce qu'ils sont déjà d'un pays où vous avez 2 à 3 sortes de championnats, je crois, en Afrique du Sud. Les championnats qui payent le mieux en Afrique du Sud, ce n'est pas les championnats officiels. C'est un championnat sponsorisé. Donc pour dire qu'il vient déjà d'un secteur, avec son club Mamelodi Sundowns, il vient déjà d'un secteur où il sait voir l'argent, où il sait faire développer l'argent, comment trouver plus d'argent. Et en ce moment, la CAF a besoin d'argent pour tenir ces projets-là. Aujourd'hui, la CAF peut aussi se désolidariser de tout ce que la FIFA donne. La CAF peut aujourd'hui mettre en pratique une thématique basée sur les infrastructures soutenues par la CAF elle-même. Parce que regardez, c'est dont nos clubs ont bénéficié. Dernièrement, il y a même Moté Mapembe qui a bénéficié de 62 000 $ pour une meilleure organisation à cause de la Covid. Mais l'argent vient d'où? L'argent vient de la FIFA. Vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, avec un homme d'affaires, quelqu'un qui sait rechercher, non pas 10 millions comme Dixon, comme Maître David, s'il a un projet, une affaire de 10 millions, pourrait se dire, pour moi, j'arrête de travailler, je vais faire mon cabinet. Olivier se dira, avec 10 millions, c'est fini, je rentre au village. Mais Motsepe, tu lui dis 10 millions, il dit non, il nous faut 1 milliard. Vous voyez, ces genres de pensées, moi, je trouve que si Motsepe peut avoir cette idée-là, ça pourra marcher pour le football africain. Madame Arlette, en 2 minutes, j'aimerais un peu enlever cet équivoque. Que moi, je n'ai jamais partagé ce point de vue de parler d'immixtion du pouvoir politique dans les sports. Il y en a. Non. Je ne partage pas. Oui. Je ne partage pas. Mais tu ne nies pas cette réalité. D'ailleurs, je suis d'avis que cette réalité existe. On ne peut pas s'en passer de ça. Parce que ce sont ces gouvernants qui prennent en charge les sports. Comment vous allez demander, vous condamner le fait qu'Infantino ait rencontré le président de la République, alors que, les différents présidents à conférence vidéo, visioconférence, alors que ce sont ces présidents-là, avec leur gouvernement, qui prennent en charge les sports. Non, la crainte. Vous savez, j'ai compris. Vous savez, vous avez face à vous un juriste et qui a eu un cours de droit international. Je suis d'ailleurs en train de faire un travail scientifique sur ça, où vous avez aujourd'hui la recomposition sur le plan international. Vous avez aujourd'hui en droit international public, vous avez des personnes qui constituent les individus du droit public international. Vous avez les États, vous avez des organismes tels que l'ONU, mais il y a aussi des personnalités dérivées, telles que la FIFA, qui compte plus de pays que l'ONU.
Donc, il faut dire que c'est un peu des relations complexes. Il y a une complexité des relations, mais maintenant, ce qui tue, Maître David, moi j'étais rejoint sur le plan scientifique, en droit international public, mais maintenant, ce qui tue dans ces relations, c'est quoi? C'est que la FIFA elle-même, qui est plus puissante que l'ONU, parce que vous savez, aujourd'hui, on a peine à reconnaître la Palestine, mais la Palestine joue déjà au football en tant que membre au sein de la FIFA. Mais aujourd'hui, ce qui blesse, c'est quoi? C'est que moi, FIFA, je dis, du coup, dans l'ordre que l'État, moi je ne travaille pas avec l'État, je travaille avec la fédération qui représente l'État. Mais en même temps, il y a aussi cette forme d'immixtion, c'est quoi? Quand la FIFA punit la fédération, c'est l'État qui est puni. Pour dire que c'est une relation assez complexe. C'est que l'immixtion existe, mais cette immixtion, c'est le fait que la politique ne peut pas dire à une fédération. C'est comme aujourd'hui. Non, le président de la République, la crainte Félix Tshisekedi. Non, j'en viens. Moi, je voulais un peu voir les raisonnements de Maître David, justement, qui parle des principes de droit international. La crainte, mais on ne peut pas se répéter avec Félix Tshisekedi qui dit un matin, au niveau de la FECOFA, je nomme... Non, il ne peut pas dire ça. Peut-être qu'il ne va pas le dire, il ne va pas le dire directement. Mais il peut influer, c'est la crainte des pauvres aujourd'hui. On en vient à se répéter. Vous êtes déjà en accord. La crainte s'explique par ceci. La FIFA de Blatter est tombée parce que l'influence de la FIFA commençait à toucher les places les plus sensibles du monde. Pendant que toute la Terre était en récession, Blatter avait 14 milliards de réserves qu'aucun pays au monde ne pouvait avoir. Et là, les États-Unis ont commencé à se demander qu'est-ce que ça devient cette histoire. Si on ne sait pas contrôler cette histoire, finalement, ça deviendra la nouvelle puissance. Et c'est là la crainte. Ça commence par là. Comment les FBI on a fouillé jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien présenté sur la place publique démontrant par A plus B que le management de la FIFA de Blatter avait triché. S'il y avait des petites commissions en interne, ça ne représentait pas des infractions au niveau de la FIFA. Mais les États-Unis, par crainte de cette hégémonie, de ce pouvoir, a brisé cette machine. Maintenant, la bêtise d'Infantino, c'est de faire le contraire. Au lieu de rentrer dans ce marketing, dans ce management qui a rendu la FIFA forte, très forte et autonome, lui, il fait le contraire. Il commence plutôt à prendre langue avec le pouvoir, question de rendre la FIFA sur le même point d'égalité. Les risques, c'est quoi? Ce que c'est bien, parce qu'à un certain niveau, parce que les politiques vont mettre de l'argent, mais il n'a pas besoin de cet argent pour faire de la FIFA une puissance. Parce que la FIFA sait générer son argent seule. Mais dans les risques, je suis clair. Puisqu'ils ont donné, ils vont demander en retour. Impérativement en retour, ils vont vous exiger certaines choses. Et c'est ça, c'est ce qui c'est ça ma crainte. Mais justement, puisque nous sommes en train de parler de ça, on parlera justement de cette influence aujourd'hui. Au niveau de la fédération, on se dit certainement qu'il y aura un nouveau dynamisme, penser autrement, parce que c'est déjà une nouvelle philosophie qui est en tête, qui va descendre au niveau des fédérations. C'est clair. Ça, c'est une évidence. En fait, il y a cet aspect, parce qu'on doit être clair. Infantino, Omari, c'est chat et souris. Là, il n'y a pas d'amitié. Donc, rapport direct FIFA, FECOFA, c'est très compliqué. Il faut peut-être que Constant nous sorte une nouvelle carte d'échange pour trouver comment renvoyer Infantino sur le bon chemin. Parce que là, Infantino sort des règles du foot pour aller faire la politique. Chez nous surtout. Parce qu'il a commencé à préparer, par exemple, un projet de football scolaire, avec le président de la République. Avec tous les problèmes qu'il a ici, d'électricité et d'école et tout ça. C'est pas aussi mauvais. Attendez. S'il te plaît, René. À charge du président de la République de la RDC, il y a les courants, il y a l'eau, il y a l'école, il y a plein de choses. Et il y a au pays une structure basée seulement pour développer le foot. À la limite, si vous voulez faire quelque chose, vous appelez cette structure-là, vous lui dites, voici ce qu'il faut que tu fasses. Mais Infantino ne peut pas aller créer un truc avec le président de la République et associer la fédération. C'est l'inversion des valeurs. C'est tout sauf comprendre ce que c'est le foot. Parce qu'il y a 3 ans, Constant Omar a déjà essayé ces projets-là avec les PSP. Ça a coincé parce qu'à un certain niveau, l'État n'a pas facilité certaines choses. Et si vous voulez peut-être revenir sur la question, appelez celui qui a essayé la chose. Et laissez-lui cette charge. On ne va pas demander à Fatih de nous aider à ça. À Mboujima, il n'y a pas encore d'eau.
Non, mais... Tout le monde sait ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Tout ce que vous avez énuméré là-bas, c'est des priorités pour nous, Congolais. Voilà. Le plus grand problème, on ne peut pas dire à Infantino d'arrêter de penser comment faire développer le football au monde. Arrêtez de penser... Je dis, nous sommes dans un pays où le gouvernement n'a pas vraiment l'œil au développement, par exemple, du sport en République démocratique du Congo. Il n'a pas l'œil dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Mais aller toucher le président de la République, réveiller le président de la République par Infantino, moi je ne vois pas où est le mal là-bas. Est-ce que vous pensez que la fédération n'était pas au courant de tout ça? Non. Être au courant, c'est quelque chose, mais responsabilité. Ce n'est même pas seulement la RDC. Je comprends, Olivier. Ce n'est même pas seulement la RDC. Au fait, le deal, appelons-le comme tel, a eu lieu en dehors de la FECOFA et la FECOFA n'a été appelée que pour venir constater, n'est-ce pas? Permettez, moi je me dis, il y a deux questions à ce niveau. Quelle est la vision ou quelle idée la République ou les gouvernants du pays, les politiques du pays et Infantino a de la gestion du football congolais par Constant Omari? C'est ça la question importante. Il faudra maintenant poser, c'est Infantino qui a maintenant une idée sur le développement du football. Il se pourrait, nous sommes en train de réfléchir. Nous réfléchissons, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a aucun élément de détail, mais nous sommes en train de réfléchir par présomption. Infantino a soufflé aux journalistes là-bas. A soufflé. Oui, mais attendez, mais c'est une information, c'est des sources crédibles. Infantino soufflait à un journaliste présent à la présidence que bon, le discours que je vais lire, qui était en train d'orienter les choses vers la FECOFA, n'est que pour la consommation politique. Mais en interne, je milite pour une gouvernance plus saine que ce qui se présente. Donc, il était en train de... C'est la vérité que je voulais entendre. Voilà. Ça, c'est... En tout cas, en venant dans cette émission, voilà. Je ne voulais pas sortir. C'est ce que je voulais entendre. Ça détermine déjà la suite des choses. Voilà. Et moi, je ne suis pas contre. Sûr, écoutez, vous savez, non, c'est son point de vue. Je l'ai expliqué par les élections de la FECOFA, parce qu'il y a maintenant beaucoup de questions, il y a beaucoup de points que nous avons touchés, on ne saura pas vraiment y revenir. Infantino veut avoir les siens pour réussir son mandat à lui. Parce que le mandat parmi les siens, Constant Omari n'est pas en tête. Non, mais s'il n'est pas en tête de sainteté, comme tout le monde l'affirme ici, ça veut dire qu'il voudra à tout prix, n'est-ce pas? Il ne voudra plus de sa tête. Et il va créer... Deuxième vérité. Il va créer un dynamisme interne qui fera en sorte que Constant Omari ne parte. Et surtout, il y a une fenêtre où on dit laissez maintenant le football aux footballeurs. Ça montre déjà que... Non, ça c'est un autre débat. Je me dis que on se rejoint quelque part. Infantino propose au chef de l'État un projet basé sur le football scolaire. Le contrat est signé. Le partenariat est signé entre les ministères de sport et la FIFA. Parce que c'est le ministre de sport qui a signé. Écoutez, moi je ne dirais pas à ce stade qu'on a écarté la fédération. Parce que l'organe technique du ministère de sport, c'est la fédération. Donc si un jour le ministère de sport ne prend pas ce contrat ou sa réalisation ne remet pas à la FECOFA, là, on dira qu'il y a vraiment... Écoutez, sinon, il a déjà fait ça. Bien, merci, il est parti du PP. On a vu le projet avec Ourara Pova. C'est pas parti du ministère, c'est parti de la fédération. Non, moi, je vais sur quelque chose. Peut-être plus que ceux qui... Arlette, est-ce que je voudrais justement qu'on arrête le projet... Excusez-moi, je parle d'un fait. Je parle d'un fait, c'est que nous ne pouvons pas en ce moment... On peut réfléchir, on peut analyser. Mais je me dis à coup sûr que le ministre des Sports, le ministère des Sports, qui a signé ce contrat au nom du chef de l'État, de la RDC, avec la FIFA, devra en principe associer son organe technique, la FECOFA. Pour ne pas tomber dans l'erreur de notre ami qui est parti de Matata Ponyo, qui a... Il a bien fait ou mal fait. Mais en tout cas, il a bien fait de partir ou de mal fait. Ça, ce n'est pas notre histoire. Mais Matata Ponyo avait un projet depuis 2018. Les vérités qui tombent seulement aujourd'hui. Il a démissionné depuis 2018. 3 ans après, il a créé son parti qui s'appelle ATIC. On apprend ça seulement aujourd'hui. Ben oui, mais ça existe. Mais j'aime beaucoup Matata. Dans ce qu'il a fait dans le sport, c'est qu'il a voulu insuffler quelque chose de bien en matière d'infrastructures sportives et pour la jeunesse.
Il va se lancer dans un projet de stades municipaux avec une agence là que Félix Tshisekedi semble souvent ignorer. L'agence, comment on appelait ça? Bon, il y a une histoire là qui faisait beaucoup de publicité sur Télé 50 d'ailleurs. Voilà. Et on donne le projet à cette agence-là qui va construire des stades municipaux avec des partenaires, des maîtres d'ouvrage, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On construit ces stades municipaux sans consulter la FECOFA, sans savoir qu'est-ce que le cahier des charges d'un stade moderne dit, d'un stade pour jeunes dit. Ils ont construit et c'est un échec. Même en matière de mesures, on sent que c'est un échec. Donc, pour dire, moi je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Que le ministère de Sport de la RDC puisse prendre ce projet, travailler avec son organe technique. Mais maintenant, je reviens à la révélation d'Olivier. Tout le monde le dit. Si Infantino, c'est ça l'objet d'un candidat, c'est ça l'objectif d'un candidat, je ne veux pas me représenter demain avec un René qui ne m'aime pas. Voilà. Je dois m'en débarrasser. Si Infantino n'aime pas Constant Omari, oui, si Infantino n'aime pas Constant Omari, mais la politique congolaise doit aussi avoir un laboratoire. C'est là où je me dis que même l'Agence nationale des renseignements, qui reste souvent sur des faits politiques, mais oublie que dans les sports, il y a encore des analyses à faire. Oui. Moi, je l'ai dit, l'ANER doit recruter dans les sports pour faire des analyses. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, ils ne font pas un contre-travail. Je peux te dire ce qu'ils font. Mais il y en a un qui était même à la Fédé. Oh, t'inquiète, monsieur. T'inquiète. On n'est pas là. J'allais dire de vérité, mais j'arrête. Ok. Paix à son âme, mais c'est un monsieur bien. Ouais. Mais pas en matière d'ANER dans les sports. Ouais. Ok. J'en viens à un fait. Aujourd'hui, Infantino ne veut plus d'Omari. Mais la politique congolaise, les dirigeants congolais doivent se dire, est-ce que nous, on a besoin d'Omari? Ça, c'est maintenant quelque chose. Parce que Omar est une force. Omar est une force. Oui. Tshisekedi veut régner en Afrique. Comme un grand président de l'Union africaine. Peut-être qu'il a aussi besoin d'Omari pour rassembler des gens autour de lui grâce au sport. Si Tshisekedi pense, en tant que chef d'État, que je n'ai pas besoin d'Omari, c'est le moment de pactiser avec Infantino et de se débarrasser de lui. Parce que monsieur, déjà, Omar, il vit une injustice. On a flanqué 5 ans au Malgache, mais on se rend compte que, grâce au tribunal arbitral de sport, 5 ans, c'est beaucoup, c'est 2 ans. Mais Omari, on lui ouvre une procédure disciplinaire, on lui empêche d'être candidat, mais dans le fond du dossier, personne ne dit ce qu'il y a dans le fond du dossier. Ça montre vraiment qu'il y a une dent d'Infantino contre Omari. Maintenant, sur le plan national, il ne faudrait pas que ce qu'Infantino dit à nos politiciens devienne une vérité nationale. Nous devons réfléchir. Est-ce que nous avons besoin d'Omari? Est-ce que nous avons besoin de lui pour organiser notre football? Est-ce que nous avons besoin d'Omari pour rayonner aussi en Afrique? Parce que ce sont pas tous les Africains qui aiment Infantino et Motsepe. C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est là où nous ne devons pas nous lancer dans une guerre inutile en disant que voilà, Infantino a lingué Omari, Tobani Siko Bisonostoko Takoparo. Parce qu'au Congo, tout se caractérise par COP. Fait qu'on fasse au Képa Massa Moussou la politique. Non, il faudrait qu'on réfléchisse. Il faudrait que l'ANER, les conseillers du chef de l'État, puissent savoir si nous avons besoin d'Omari, nous continuons avec lui, avec quelle réforme. Si nous n'avons plus besoin de lui, et voilà, on les sacrifie comme Infantino le veut. Entre-temps, nous avons besoin de gagner. En tout cas, en ce qui concerne les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Gagner, oui, gagner, parce qu'on a 2 matchs à jouer pour ce mois de mars, le 25 et le 29, contre le premier et le deuxième du groupe, la Gambie et le Gabon. La liste a été publiée par Christian Sengi Biembe. On se dit, dans ce contexte actuel, avec la Covid-19, avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'il y a eu par exemple, au Chan, on se dit, comment s'en sortir? Parce qu'on a réellement besoin de victoires pour s'assurer une place à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est compliqué, hein? C'est vrai que ces 2 matchs-là, c'est 2 matchs chocs. Ce qui est un peu décevant, c'est que la liste, à mon avis, n'a pas convaincu la majorité par certains noms. Mais je pense que Sengi est capable. En regardant silencieusement la liste, je me suis rendu compte qu'il y a possibilité de trouver un 11 capable d'aller chercher la victoire. Mais la partie manquante dans la chose, jusqu'à présent, je pense que c'est le souffle. J'ai l'impression que cette équipe n'a pas développé une âme. Que le projet Sengi n'est pas encore très bien compris par la majorité. Ça produit du très bon jeu, mais ça manque de finition, surtout dans des matchs décisifs, parce qu'en amico, ça a convaincu, surtout en jouant contre les meilleures des nations africaines. Ça a été très très bien, ça séduit. Mais au niveau national, et surtout même dans ces éliminatoires, la preuve est là, on est 3e, elle ne convainc pas. Elle ne convainc pas parce que je ne pense pas que c'est un problème de talent, mais je pense que c'est un problème mental. Le groupe, psychologiquement, n'est pas assez outillé pour des rendez-vous. Ça, c'est le premier. Le second aspect, pour moi, c'est les projets.
personne ne sait intégrer, personne ne maîtrise les projets Sengui. C'est quoi les projets Sengui? Nous revenons pratiquement à ce que disait l'autre fois, il dit l'essentiel de participer, Pierre de Coubertin, pour aller au CHAN. Puisqu'on a été en demi-finale, la CAN qui a suivi, on sort au premier tour. Et puis après, aujourd'hui, on se demande, avec Sengui, c'est quoi? Même si on avait la qualification. Il faut cet élément-là, il faut cette énergie-là qui doit rappeler à tout ce qui est très très important de s'appuyer sur ça. Parce qu'après les éliminatoires, nous partons par exemple gagner la CAN. Et la gagne de la CAN a besoin de tout ce monde. Aussi longtemps que le projet ne sera pas défini, aussi longtemps que Sengui trouve d'ailleurs un moment des éléments pour aller chercher, on va dire, comment il sera payé, comment on peut respecter son contrat, tout en amadouant les efforts de la FECOFA. Je pense qu'il y a des sérieux problèmes qui nous interdisent, tous nous, la population, les Congolais, de s'identifier à 100% à cette équipe nationale. S'identifier, mais aussi avoir des résultats. On dit également bonjour à Marcel Kedi qui nous a rejoint sur ce plateau. On se dit aujourd'hui, si on a réellement besoin des résultats, des points, ça passe impérativement par des victoires face à la Gambie, face au Gabon. Oui, ce n'est pas négociable. Et je pense que Sengui, à moins que nous soyons en face d'un entraîneur qui ne saura pas jouer son rôle, mais il doit le savoir comme tel. Il doit savoir que la RDC doit se qualifier. Et je pense qu'il y a des matchs que nous avons laissé passer de points. Je rejoins un peu ce que Olivier dit. De tout le temps, depuis que Sengui a pris cette équipe, on se rend compte qu'on n'a pas encore cette mayonnaise qui tourne. On n'a pas cette mayonnaise. Nous avons des qualités, nous avons des compétences reconnues. Mais il n'y a pas d'abord en termes de stabilité, en termes de sélection, il n'y a pas de joueurs qui viennent toujours la même équipe. Et en plus de cela, ici je peux trouver d'ailleurs la meilleure structure au sein de son équipe, c'est la paire Chancel Mbemba et Tisserand. Mais ailleurs, c'est effectivement des changements à différents matchs, différentes rencontres. Et tout ça, c'est un problème parce que quand nous voulons avoir une qualification, tout doit passer par une équipe, une entente. Et on doit avoir de l'automatisme, c'est que Sengui, jusqu'à ce jour, n'a pas. Encore que le recrutement qu'il vient de faire, ou cette dernière sélection pour ces deux matchs, c'est encore la sélection qui sera encore la plus instable par rapport aux sélections précédentes, à cause de beaucoup d'absents. Donc, on est en face... Mais ça, c'est pas lui, hein, il faut quand même... Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est des circonstances... Ce sont des circonstances, on ne disconvient pas. Mais ce qui est sûr, on sent qu'il y a aussi un autre problème, un peu de confiance. Apparemment, il y a aussi un autre problème qui renaît, un problème que nous avions connu entre le joueur et l'entraîneur Ibengue, qui semble renaître, sans qu'on ait des éléments patents, mais on sent qu'il y a un problème. Parce que je conçois mal, c'est vrai, on peut dire Covid, on peut dire toutes les justifications que les joueurs ont données, mais nous avons vu des joueurs, dans ces mêmes conditions, venir répondre à l'invitation de l'équipe nationale. Donc, je dis que c'est difficile, parce que nous jouons contre les deux premiers qui sont devant nous, et on n'a besoin que de deux qualifiés, et nous avons un match, le tout dernier match que nous devons jouer en Angola, et nous savons quels sont les éléments qui peuvent entourer cette rencontre. Nous savons le football africain, avec ses réalités, ça sera difficile. Donc, le plus grand pas à faire, c'est de gagner d'abord contre la Gambie, et voir si on peut espérer. N'oublions pas que le seul point du dernier, il l'a eu contre nous et chez nous. On commence au Gabon. Pour terminer contre la Gambie. On accorde la parole à Marcel Kedi qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on peut encore espérer se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, merci madame de m'avoir invité. Merci d'abord madame de m'avoir invité. Je crois que nous devons espérer. L'homme doit toujours espérer, il faut toujours avoir de l'espoir. Et puis, moi, je suis convaincu que nous serons qualifiés. J'ai vu la liste publiée par les sélectionneurs. Il ne m'avait jamais convaincu auparavant, mais cette fois-ci, je crois qu'il est sur le bon, dans le bon chemin. Mais avec beaucoup d'absents, de joueurs qui s'annoncent absents et nous n'allons pas condamner le coach pour ça. Cela ne dépendait pas de lui. Ils voulaient les appeler, leurs équipes ont refusé. Il y a Bakambu qui a des pénalités. Mais
sur sa liste, nous avons d'autres avant-centres qui peuvent remplacer. Et puis, il y a des revenants comme Bokani. Il carbure. Il y a le petit Mouleka qui est là. Il pourra bien jouer. Il y a l'autre revenant, Mputu Trésor, qui a montré ses qualités dernièrement. Avec les 25% dans c'est Guy qui dit... je ne sais pas en quoi ça peut inspirer devant des équipes très énergétiques comme les Gabon surtout. Je croyais que pense que ça fera mal. Oui. Mais c'est on peut continuer. Je disais que nous devons espérer. Quand vous n'avez plus d'espoir, alors allez vous enterrer, laissez tomber. Or, nous avons des potentialités ici. Et puis, le coach s'est bonifié, vous en êtes rendu compte. Mais il ne comprend toujours pas. Il a mal commencé, et puis il a commencé à monter. Donc, au moment où nous parlons, la mayonnaise prend. Soyons confiants en notre sélectionneur. Il a sélectionné beaucoup de joueurs, mais il n'y aura pas tous ces joueurs-là dans la sélection qui va jouer. Il va retenir les bons, après les avoir vus. Je crois que pour le moment, je m'arrête là. Il y a vraiment une crainte, excusez, pour que je puisse rebondir sur la question. La mayonnaise peut peut-être vouloir prendre forme aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on ignore que des Ibenge, jusqu'à aujourd'hui, on a régressé. Alors qu'on a régressé. La présentation du Congo à l'échelle continentale ou comme mondiale a régressé. Il faut trouver très vite, peut-être dans ces deux rencontres, comment remonter pour qu'on espère quelque chose de ces lopins. Tu n'aimes pas trop ces stats. Ces statistiques. Allons-y, c'est bien. Ce sont des statistiques qui servent, on le sait, en matière de marketing. Exact. Ça, c'est clair. Même en positionnement pour une Coupe du Monde. Même en positionnement pour une Coupe du Monde, même en positionnement pour des transferts de joueurs, même pour trouver des matchs amicaux. C'est vrai. Ne joue jamais les moins de top 50. Mais attendez, on reste dans l'analyse. Mais ça ne dit pas tout sur la forme de l'équipe. Attention, c'est ça aussi. Parce qu'une équipe peut ne pas jouer, mais obtenir des points dans un classement FIFA. Vous savez pourquoi? Quand les autres perdent, et l'équipe qui n'a pas joué gagne un point. Est-ce que c'est ça la forme de votre équipe? C'est pas ça. Écoutez, aujourd'hui, vous avouez, ce n'est qu'un aspect. C'est qu'il faut tenir compte du classement FIFA. C'est l'aspect marketing. C'est pour ça que je dis que ce ne sont que de la des chose. chiffres. Les statistiques aident à orienter l'homme. Mais en même temps, les statistiques peuvent aussi vous tromper. En même temps. Donc, il faut dire une chose. Parce qu'aujourd'hui, prenez Christian Sengibiembe. Les marges d'erreur sont toujours accordées. Il n'y a pas un travail. C'est là où il faut relativiser. Où on ne garde pas une marge d'erreur. C'est là où il faut relativiser. Parce que quand on dit que cette équipe, d'autres la trouvent en danger. Mais en même temps, on se rend compte que sur le continent, c'est parmi les rares équipes à n'avoir pas perdu. Curieusement. Parmi les meilleures défenses en Afrique, il y a cette équipe aussi. Mais ça, les classements FIFA ne nous dira pas ça. C'est ça aussi, là où je dis, il faut faire très attention. Avec, nous avons reculé, mais en même temps, nous n'avons pas encore perdu. Nous avons une très bonne défense. On a reculé ou avancé? Là, on relativise. Mais on revient un peu sur cette sélection. C'est bien pour le travail que nous faisons, d'analyser. C'est bien ce travail que nous faisons d'informer. Mais moi, je me dis, par principe, une équipe nationale, c'est la sélection. C'est la FIFA elle-même qui détermine que c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment dans ce pays. Donc, pour dire que, après 2-3 mois, et là, ça rejette déjà ce que notre ami a dit. C'est qu'après 3 mois, on peut avoir une équipe nationale qui change. Naturellement. Après 3 mois, une équipe nationale peut changer dans sa totalité. Mais il y a un autre principe. Non, laissez-moi finir. Si on doit parler je ne parle que d'un aspect. C'est qu'une équipe nationale peut changer en 3 mois. Si tous les enfants des Congolais, parce que nous, souvent, notre équipe nationale bénéficie de la maternité des Congolais à l'étranger, vivant à l'étranger. C'est-à-dire, nous, on a un poto, on a un bâtiment, on a un balle, et comme on a un copie, il y a fait qu'on fait. Barozo et Lobby peut proposer 5 000, 10 000 à Congo. Il y a pays. Il y a pays, fait qu'on fait des pays dans le football. Dans le football. Alors, l'aspect qui reste, c'est quoi? Si aujourd'hui, tous ces garçons qui sont belges, anglais, allemands, se décident de devenir congolais, sélection au Ekouï. La sélection de Christian actuellement va tomber. En Coupe d'Afrique, nous aurons d'autres joueurs. Donc, ça évolue. Maintenant, dans cette sélection, il faut garder des cadres. Un gars comme Chancel Bemba, même si demain, il quitte Porto pour venir jouer dans 20 clubs, il jouera la CAN. Parce qu'il connaît l'esprit de l'équipe. C'est ça une sélection. Il connaît l'esprit de l'équipe. Il y a des joueurs qui ne vous impressionnent pas. Qui ne vous impressionnent pas. Parce que nous, Congolais, nous restons nominatifs. Les noms sont pas malades vivants. Parce qu'on reste sur le nom. Mais il y a certains joueurs dont la valeur intrinsèque n'est connue que de l'entraîneur. Et nous, journalistes, nous, analystes, on n'est pas entraîneurs.
Donc quand moi, ma match, mon sous-sous, nous arrivons sur le terrain, on voit un gars qui débarque là. Je donne l'exemple contre l'Angola. On ne va pas non plus se fier forcément dans l'entraîneur. Attention, on regarde. Ça veut dire que l'entraîneur met quelqu'un qui n'est pas convaincant. On va pas rester je suis en train de balayer. Laissez-moi balayer. Je pense que je vous donne la réponse. Pardon, si vous permettez. Vous savez la réponse pourquoi on a mis Joël Beya face à l'Angola? Tout le monde est resté nominatif qu'il fallait prendre un autre joueur. Mais pendant toutes les séances d'entraînement, les gars qui étaient plus présents devant le but, qui frappaient plus vers le but, c'était Joël Beya. Mais on l'a plus sur le terrain. Donc pour dire que nous ne sommes pas des entraîneurs par moment. Parce que nous ne vivons pas 24 heures sur 24 heures avec des joueurs. exceptions, c'est normal. Mais non, aujourd'hui on prend Poutou. On prend Trésor Poutou. Mais la plupart des gens ne savent pas expliquer pourquoi. Quand on a pris Trésor Poutou, déjà dans la présélection, les gens ont crié ici. Mais il suffisait de voir Poutou contre Mamelodi Sundowns. On s'est dit, mais tiens, ce gars peut revenir. On a vu Poutou contre JSK, RCK, le match où... 3 passes décisives. Il peut revenir. Donc pour dire qu'on n'a pas toujours raison en amont. Mais nous pouvons aussi critiquer le travail des entraîneurs et des sélectionneurs. Parce que certains noms peuvent convaincre ou pas. Mais restons dans la responsabilité de l'entraîneur. Quand il prend un joueur, il sait qu'il peut être le meilleur du moment. Il sait que ça peut être un cadre dans son équipe. Il sait qu'il peut l'utiliser par rapport à l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler du Gabon. Quel est le dispositif que le Gabon prendra contre la RDC? On n'a pas réfléchi à ça dans nos analyses. Mais l'entraîneur et son staff ont déjà réfléchi à ça. Ils savent peut-être qu'il y a toujours un défenseur gabonais qui peut mal dégager. Et en mettant un monsieur comme Massassi, il peut toujours envoyer cette balle directement dans le but. Puisque c'est ça sa force. Parce que les gens disent on n'a pas besoin d'un Massassi. Mais vous ne savez pas. L'entraîneur reste responsable. Aujourd'hui, on ne pense pas de réfléchir. Je donne les cas de figure. Ok. On voulait revenir. La question, c'est que les Congolais, nous sommes vraiment assoiffés de rentrer encore jouer la CAN. Ça, c'est clair. Mais on ne fait pas une bonne analyse sur la sélection congolaise. Si on regarde dans la liste publiée par Christian Sengibiembe, si on peut trouver les gars qui nous ont joué U17, U20, U23, on peut en trouver 4. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas une très bonne politique pour garder cette jeunesse. La jeunesse qui a joué dans le U20, ils ont battu la France à la francophonie. On ne le retrouve plus. Et aujourd'hui, je dis ceci, parce qu'on a parlé. Parce qu'on a parlé des vieux. Aujourd'hui, on a parlé des vieux. Trésor Poutou, Dieu merci Mbokani. Je dis que les jeunes qui évoluent en République démocratique du Congo doivent se poser de questions. Pourquoi on recourt à Trésor Poutou? Aujourd'hui, dans le 100% des victoires de Tout-Puissant Mazembe, si Trésor Poutou ne joue pas, il y a des difficultés pour gagner. Ça, c'est de 1. Bien qu'il ne joue pas plusieurs matchs. Et parmi les animateurs des équipes ici au Congo, il n'y a pas mieux qu'un Poutou à part Karim Kivuidi. Aujourd'hui, moi qui suis la Ligue nationale de football, si on met Poutou de côté, moi je pense qu'on peut voir Karim Kivuidi. Et il est aussi sur la liste, je pense, sur la liste de réserve. Il n'est pas là. Non. Ok. C'est le gars quand même qui essaie de donner une image. Mais aujourd'hui, dire que nous devons nous qualifier, impérativement nous devons nous qualifier, mais je dis qu'il faut qu'on dise au gouvernement que l'entraîneur n'a pas de contrat. Je ne sais pas comment on peut demander à un entraîneur de rendre compte au gouvernement au moment où il n'a pas de contrat. Parce qu'il ne faut pas qu'on lui mette la pression. Il faut pas qu'on... Non, il ne faut pas qu'on lui mette la pression. Il n'a pas de contrat. C'est un monsieur qui fait du bénévolat. Il est patriote. Qu'on lui laisse faire le travail. Il est aussi majeur, il sait ce qu'il fait. Il est aussi majeur. Qu'on lui donne un contrat en ce moment-là, il va venir rendre compte. Je vois mal une personne sans contrat rendre compte. Parce qu'il est patriote, parce qu'il est congolais, il peut faire du bénévolat. Si on appelait Patrice Neve aujourd'hui, est-ce qu'on va lui dire, comme ça, fais-nous qualifier, on va te faire signer un contrat? C'est René Moukalaï. C'est la mauvaise foi. On veut des résultats, mais on ne veut pas se préparer pour avoir des résultats. René Moukalaï, le problème de contrat et consort, il a eu à les négocier seul. Et il est assez majeur pour pouvoir travailler dans ces conditions. Ah oui, nous n'allons pas faire des plaidoyers pour tout. Si Constant Marie n'a pas demandé à Christian Sengibiembe de prendre cette sélection parce qu'on avait une difficulté. C'est un plaidoyer en principe qui doit se faire au niveau de la Fédération congolaise de football. Le gouvernement que pour l'équipe nationale, et zappé charge naïe. Il ne faut pas qu'on nous dise que non, la fédération ne marche pas. On n'organise pas bien l'équipe nationale. Vous savez d'abord que quand on a donné la sélection à Sengi, c'était en termes d'essai.
C'était pour 6 mois. Mais écoutez, c'est déjà passé. Demande maintenant. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est je vois mal qu'on juge Sengui. Qu'on soit qualifié ou éliminé, et puis on veut les juger, un monsieur qui n'a pas de contrat. Il ne va pas rendre compte à personne. Il a donné les résultats avec ça. Si on ne veut pas qu'on se qualifie, donc Sengui organise. Il est patriote, il ne peut pas aussi refuser. S'il vous plaît. On ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, à ce stade, de dire que l'entraîneur aurait dû faire ceci avant que nous ne soyons face à la réalité. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les remarques que nous avons eu à faire en termes de sélection ou de présélection vis-à-vis des entraîneurs a fini par rattraper. Nous avons le cas de Der Kabang ou de DSMP, n'est-ce pas, pour les Chan? Il n'a pas été retenu, il y a eu des bruits, il est revenu et il nous a marqué des buts. Il y a aussi le cas. Il a marqué qu'un seul but. Non, pas le moindre. Il a bien pressé. Il a bien pressé. Je dis ceci. Dans le football moderne, cela ne signifie pas que l'arrivée de Dak a fait qualifier la République démocratique du Congo. Il faut aussi voir l'apport de plusieurs joueurs. René Moukalaï, s'il vous plaît, si on doit prendre les critériums, les journalistes également ont plaidé pour Jackson Mouleka, parce que ça ne se justifie pas à l'époque que Jean-Florent Ibenge ne le prenne pas, alors qu'il était meilleur buteur de la sélection, du championnat. Nous avons notre part. On ne nous interdit pas d'analyser, mais moi je présentais les cas de figure qui se présentent. En partant du fait qu'une sélection, ce sont les meilleurs du moment, cette sélection peut évoluer à n'importe quel moment, mais il y a toujours des cadres que l'on garde dans l'équipe et des joueurs qu'on vous amène qui ont l'esprit de l'équipe. Oui. Il y a des individus que l'on sélectionne pour qu'ils ne jouent pas. Mais on sait que dans les vestiaires, c'est les gars qui crient sur vous, les gars qui vous réveillent. Nous sommes dans l'expérience des clubs, Olivier le sait. Vous avez un gars comme Barel Mouko, quand il se met à parler dans les vestiaires du Dering, même le président s'était, il le sait. J'ai été avec ces garçons, Olivier est avec lui. Quand Barel Mouko se met à parler dans les vestiaires de Dering, même l'entraîneur s'était parce que ce gars a des choses à dire. Il a des remarques à faire. Et il donne son expérience en parlant. J'ai donné seulement des cas de figure, mais nous pouvons analyser. Les analyses peuvent se concrétiser, tout comme aujourd'hui nous pouvons nous tromper. Et le lendemain, les joueurs que l'on dit être faibles dans cette équipe, qui vous marquent 3 minutes, 4 minutes. On va commencer. On va commencer par Marcel qui a dit justement, je le disais au début, nous avons peut-être la chance aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui est passé par le sport, M. Samuel Koundé Kyenge, Jean-Michel, eh bien, qui aujourd'hui à la primature, on se dit, déjà avec son expérience au niveau du sport, on se dit peut-être qu'il aura un œil assez attentif pour avoir un nouveau ministre de sport qui pourra répondre à un certain profil. Un profil pour le nouveau ministre de sport? Parce que le gouvernement, c'est pour bientôt. Merci pour la question, mais je crois que même si moi, j'ai donné le profil du nouveau ministre des Sports, ce n'est pas cela qui va se concrétiser. Ça reste des analyses. Oui, mais ça va pas c'est important. Oui, ça ne va pas se concrétiser. Tout est lié à ce qu'on appelle des regroupements politiques, de partis politiques. Voilà. Si on accordait ces ministères à un parti politique donné et que ces partis politiques désignent quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sport, le Premier ministre ne pourrait rien dire. Peut-être que lui, il se battra pour aider le sport, mais le ministre là, qui n'a aucune idée sur le sport, ne fera pas du bon travail. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu donner un profil. Aujourd'hui, nous avons un ministre sportif, vous le savez, vous tous. Nous tous, nous avons applaudi lorsqu'il est arrivé. Et moi, je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Il s'est battu, mais il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il a prévu. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué par le Premier ministre. Il était bloqué par le gouvernement. Même, il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il a prévu comme programme. Alors, quand vous me posez la question de savoir quel sera le profil du prochain ministre, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Monsieur David, on va faire le tour et puis on va conclure. Oui. Bon, je pense que effectivement, dans ma logique, sans pour autant abonder dans les mêmes ordres d'idées que le vieux Marcel, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent aussi changer. Et je pense aussi, à mon humble avis,
que le profil actuellement ne peut pas être tout ce que nous avons toujours dit. Il a été dans les milieux du sport, il a fait ceci, il a dirigé. Parce que nous en avons des preuves. Nous avons quand même eu un ministre qui a été, je peux dire, plus régulier dans les milieux sportifs, jusqu'à être président du COC. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, je dis que les résultats est mitigé. Et mitigé, c'est vrai qu'on peut parler des réalités politiques, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur le plan politique, mais en soi, pour lui-même, je pense que c'est un échec, pour lui-même. Mais effectivement, il doit y avoir une impulsion, il doit y avoir une politique sportive. Une politique sportive qui ne dépend pas du ministre seul. Il doit y avoir une impulsion. C'est comme ça que je fais un bond en arrière pour ne pas être contre la démarche d'Infantino. Juste un bond. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi avoir une autre influence positive. Parce que quand il vient, le ministre qui viendra, il peut être dans le monde du sport. Le souhait, c'est qu'il maîtrise quand même le rouage pour qu'il ne vienne pas apprendre. Sinon, mais qu'il ait quand même une base qui lui permettrait de se faire des idées pour que nous puissions avancer. Parce que nous avons des potentialités, nous avons des capacités, mais ce qui manque de foi, c'est l'impulsion que nous devons avoir. C'est la politique. Voilà, Maître David a presque dit l'essentiel. Faire du profilage serait une erreur grave en ce moment. Mais c'est que l'État doit dire qu'est-ce que je vais donner au sport. C'est ça. C'est à partir de ça qu'on pourra faire un profilage. Parce que même dans l'armée, quand on dit nous allons en guerre, ou nous allons nous situer dans la région du Congo central, je parle de région militaire Congo central, au Congo central pour l'armée, peut-être qu'il faut seulement envoyer de la nourriture, peut-être ne pas renouveler des munitions. Là, on enverra quelqu'un qui est spécialiste dans ça. Mais s'il faut envoyer quelqu'un dans la zone de Béni, on enverra quelqu'un qui pense armer, qui pense à tirer, qui pense aux hélicoptères, tout ça. Le profilage, c'est par rapport à la situation. Qu'est-ce que le gouvernement actuel, de 3 ans qui reste à Félix Tshisekedi, 3 ans, c'est 3 ans. Plus ou moins. C'est 3 ans. Bon, il y a aussi vos affaires d'élection. Il y a aussi vos affaires d'élection là. Voilà. 2 ans. Plus ou moins. Bon, plus ou moins. Je referme la porte. Il est né des Merci. Plus ou moins. Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi doit nous dire, dans son programme d'action, le président Tshisekedi doit nous dire dans son programme d'action de ces dernières années, de ces derniers jours de mandat, qu'est-ce qu'il veut accomplir. On sait que son souci, c'est les Jeux africains, les Jeux de la francophonie. Il lui faut des infrastructures. Il en a besoin. On sait que son objectif, parce qu'il faut dire que l'une des grandes réussites de Félix Tshisekedi et du ministre Mbayo, c'est qu'ils ont accompli ce que Kiba Samaliba n'a jamais accompli. Kiba Samaliba a lancé la ligne à foot, et paix à son âme, gloire à ses grands hommes, mais il lui manquait les moyens pour relier l'ensemble du pays. C'est que Mbayo a accompli après Kiba Samaliba. Des fois, nous n'aimons pas dire des bonnes choses sur les gens. Mais après Kiba Samaliba, c'est Mbayo qui a su accomplir, mettre cette ligne à foot à l'aise. Ça, je passais. Alors, Félix Tshisekedi doit nous dire, puisque Mbayo est sortant, il doit nous dire, voilà, pour les années qui restent, il me faut ça, ça, ça et ça. Je mettrai tel moyen, je mettrai tel marketing pour ça, je mettrai mes conseillers, le gouvernement, avec telle sorte de financement, des montages financiers pour atteindre cet objectif. Dès là, nous saurons qui va répondre au profil du ministre qui doit avoir ces moyens-là. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'on tombe dans des jeux politiques. C'est que Dixon, puisque appartenant à AABCC 4D V2, et quoi il pas Dixon n'a commis ministre à Finance. Parce que ministre à Finance, moi je ne connais que la couleur de euro-dollar. Je ne sais pas comment on fait des récessions de comptes, tous ces termes-là bizarres. C'est qu'il faudra mettre quelqu'un qui connaît. Parce qu'il ne faudrait pas mettre quelqu'un qui arrive au ministre. Accordez-nous juste 2 minutes, il faut le temps de prendre juste 2 minutes, un mot à placer sur ça. En fait, moi je suis pas de cet avis. Les profils doivent être définis. Dans un état sérieux, les projets doivent être connus. Nous partons. Projet d'abord et profil après. Exact. Et le projet, il y a eu un travail pendant plusieurs mois maintenant dans ces pays. Et le gouvernement a reçu les avis des... Bon, je raconte, la présidence a reçu les avis des experts depuis le mois de décembre. Vous vous rappelez? Le Premier ministre aussi a reçu l'avis des experts. Oui, mais voilà. L'informateur aussi a reçu l'avis des experts. Et voilà. Même moi-même, j'ai recueilli les avis des experts. De tous ces documents, un profil d'un ministre du sport est naturellement défini. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, au Congo,
La bêtise, excusez-moi, c'est celle de croire que celui qui doit diriger le sport doit venir du sport. C'est une médiocrité. Les médias où nous sommes là, il y a très rarement... Non, ce n'est pas une médiocrité, c'est une possibilité. Écoutez, s'il vous plaît, pardon, Nixon. C'est très rare de retrouver seulement les gens du métier mieux diriger les métiers. Dans les organes de presse, les mieux tenus sont ceux qui sont tenus par des non-journalistes. Dans la médecine, chez les médecins, les administrateurs des hôpitaux ne sont pas des médecins. Ça les aide à bien faire les choses. C'est-à-dire que vous avez l'expertise technique, mais le management et l'administration... C'est pas dans tous les domaines, Olivier. Bah, attendez, même dans le sport, c'est... Très rapidement, on accorde la parole, nous accordons juste une minute. Évitez de nous amener sur le terrain des fils maison, c'est trop limité, c'est trop simpliste. Alors, on termine avec René Moukalaï. Une minute. Si je peux finir avec cette question, il faut qu'on se pose une question. Dans l'échelle de priorité du gouvernement actuel, quelle sera la place du sport? C'est la meilleure question qu'il faudra poser. Est-ce que Maître a dit la politique aussi sportive du pays, la politique nationale du pays, ça donnera aussi les profils. Parce que si on n'a pas de vision pour le sport, on a une vision pour de l'eau, pour l'électricité, on a une vision pour le ventre, on a une vision... Donc on va citer le profil et alors, on ne va pas finir à concrétiser ce que nous avons besoin. On dira que la balle est dans le camp du gouvernement de la République pour définir le nouveau profil, en tout cas, du sport. Eh bien, nous attendrons voir qu'est-ce que vous voulez du sport et qui vous allez mettre pour correspondre à cela. Nous attendons seulement les résultats. Grand merci à vous, Marcel Kiadi, David Timanga, et bien Dixon Yala, Olivier Pengongo, mais également René Moukalaï. C'était un grand plaisir. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt.